On va suivre les traditions. Voilà. Réveiller tout le monde. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui ont été avertis ou qui ont su que la réunion ou les réunions reprenaient. Pour l'instant, on a décidé, parce que les mois d'hiver, il y a souvent beaucoup moins de monde qui vient, donc on a décidé de faire qu'une réunion par mois. Donc, le mois prochain, ça sera aussi le deuxième dimanche du mois de novembre. Alors, pour entamer un nouveau cycle, je ne pouvais pas faire autrement que de faire un petit hommage à Gilbert, qui nous a quittés brusquement. On n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. L'année passée, ou l'année d'avant, déjà au mois de novembre. Gilbert qui a semé beaucoup de graines, dans tous les sens un peu du mot. Il a semé les graines ici, mais il a surtout semé des graines dans le monde entier. Il n'y a personne qui croyait quand sa belle-mère, qui l'a charrié de temps en temps pendant les réunions en disant que s'il y avait un nouveau légume qui faisait d'abord goûter à sa belle-mère et si elle résistait, que c'était certainement possible de les manger, qui disait que quand il semait les petites graines, là, les lentilles qu'il donnait à sa belle-mère et qu'elle mettait une journée pour avoir un bol. Mais quand elle l'avait dit, ici dans la maison, il y aura des gens du monde entier qui vont passer le seuil, elle avait quand même la clairvoyance et ça s'est avéré. Parce que les graines n'ont pas été semées qu'à Moucron, ils ont surtout été semées partout. Il y a des gens de tous les continents qui ont passé le seuil ici pour venir voir et surtout écouter Gilbert qui avait un franc-parler et qui avait aussi une façon de parler qui donnait envie de l'écouter. Donc, il avait surtout un profond respect pour tout ce qui était vivant et avant tout pour les gens. En fait, le jardinage et le groupe de jardinage est né parce que Gilbert avait envie de partager des choses avec les gens. Et un des moyens qu'il a trouvé, ou le moyen principal qu'il a trouvé, c'était le jardinage. Parce qu'à l'époque, ça date d'il y a à peu près 60 ans, si pas plus, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans le besoin et qui avaient besoin de se faire de la nourriture pour mieux vivre, quoi. Donc, bien sûr, le nom Fraternité ouvrière le dit d'elle-même ou de lui-même, fraternité, donc on s'entend, Égalité aussi. Égalité et ouvrière, ça n'a pas nécessairement à voir avec les socialistes ou autre chose, parce que Gilbert il a aussi navigué un petit peu là où ce qui se sentait mieux dans les différentes... il a toujours été quand même dans l'opposition la plupart du temps et il savait très bien ce qu'il voulait et ce qu'il estimait pas intéressant pour les gens. Donc il avait souvent un avis tranché et parfois surprenant, aussi bien au niveau de la société qu'au niveau du jardinage. On a appris beaucoup de choses grâce à Gilbert qu'on trouvait au départ, qu'on se disait, enfin, qu'est-ce qui sort là, et qui s'avérait quand même assez exact. Il était surtout au service des autres, et le groupement ici aussi, donc on est au service des autres et surtout des plus fragiles, quoique ici dans la pièce et dans le jardin, on a côtoyé des gens de toutes les tranches de société. Et on ne se rend pas compte avec qui on parle. Ce n'est que par hasard qu'on constate que le monsieur, pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de travail et un petit peu dans la dèche,
ou l'autre qui dit qu'il a des chevaux et qu'il a des hectares de terrain, etc., qui est plus aisé. Mais ça ne se voit pas sur la tête des gens, et ici, ça se constate presque pas. Hein. C'était un doux rêveur. Hein. Ça, tout le monde le savait aussi. Son petit paradis terrestre était ici derrière, qui est devenu un peu à la fois sa jungle étroite. Hein. Il était un des deux piliers, je dirais, du couple avec Josine. Et surtout les dernières années, quand Gilbert allait bien, Josine avait un petit peu de difficulté. Et quand Gilbert était un petit peu plus mal, Josine, elle prenait le dessus. Donc, pour Josine, ça doit être une énorme perte, comme c'est une grande perte pour nous également. Alors, on va parler un petit peu de son association qu'il a créée avec des amis. Il la voyait fraternelle pour les gens qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui ne se prennent pas trop la tête. Surtout de l'entraide, de contact, de dialogue, de simplicité. Donc c'était un outil pour rassembler les gens, pour discuter, pour donner aussi une occupation aux gens. Parce que des gens du coin, ici, parfois, chez eux, ils n'ont pas trop à faire. Et on sait bien que quelqu'un qui s'ennuie ne vivra pas longtemps. Donc, s'il sait s'occuper à quelque chose qui, à la force des choses, devient intéressant pour lui, il va se sentir nettement mieux aussi dans sa peau et dans sa tête. Alors c'était surtout le dialogue, parce que Gilbert nous apprenait beaucoup de choses, mais il disait aussi toujours, et moi je le dis aussi, on apprend beaucoup aux gens qui viennent ici. Parce que tout le monde amène sa petite pierre, et ça fait réfléchir, ça nous instruit, ça nous aide beaucoup. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il a obtenu un brassage de toutes les classes sociales, et ils étaient tous ici au même rang. Personne n'était exclu. Tout le monde était le bienvenu. Parfois, on disait, bon, celui-là un peu soyeux parce qu'il pose toujours les mêmes questions et tout ça. Mais bon, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Alors, il a surtout, et on travaille surtout avec des bénévoles. Sans les bénévoles, on ne serait pas continué à exister, malgré qu'on voit maintenant, on est au moins 4 personnes, mais pas à temps plein bien sûr, mais 4 personnes et on n'arrive pas encore à faire autant que ce que Gilbert y faisait pour l'association. Petit à petit, ce petit groupe qui a constitué les fraternités ouvrières, qu'ils étaient 6, 7, 8 copains, ensemble qui se réunissaient pour jouer aux cartes, pour discuter, etc., qui un peu à la fois se sont mis au jardinage parce qu'il y en avait un qui avait ramené un livre sur le jardinage bio. Il y a 60 ans, on n'en parlait pas encore. Hein. Il y avait quand même déjà un livre. Mais c'était tout à fait une autre époque que maintenant. Maintenant, on surfe un peu sur la vague du succès de tout ce qui est bio, de tout ce qui est jardinage, mais à l'époque ce n'était pas comme ça, donc Gilbert était quand même avec ses amis des précurseurs de tout ça. Maintenant c'est plus pour notre santé peut-être que pour notre portefeuille qu'on fait du jardinage, hein, ce qui est quand même aussi important que la survie, quoi. Hein. C'est quelque part la survie de l'humanité qu'on essaye aussi d'aider un petit peu. Et souvent, quand les gens viennent ici, on entend qu'ils disent c'est une ambiance qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est ça qui fait un peu notre force, en fait, hein, de rester simple, humble, d'essayer de partager des choses, parce que dans le temps, les jardiniers, ils avaient leurs secrets, et ils ne les partageaient pas. Ça, Gilbert a tout de suite voulu fracasser cette idée-là, et partager ses connaissances, et il voulait absolument pas que ça se payait. C'est pour ça que tous les cours ici sont gratuits. Hein, donc, le savoir, il disait, ça ne se monnaie pas.
hein, ça se partage. Les membres maintenant sont bien sûr indispensables pour faire l'association. Sans eux, on n'a pas de raison d'être. Hein. Donc voilà, donc continuez à nous rendre visite, à nous donner un petit coup de main si c'est possible. Ça fera une petite pièce à l'édifice. Hein, et toutes les petites pièces sont indispensables et sont très importantes. Je dois aussi, malgré qu'elle n'est pas là, bon, Josine a quand même l'âge qui commence à peser sur les épaules. Hein, un grand merci pour Josine de nous permettre d'envahir son quotidien, hein, d'envahir sa maison, son jardin, parce on a un petit bout de terrain là-bas qui appartient à l'association, mais tout le restant appartient maintenant à Josine, plus tard à ses enfants. Sans quoi, de cette collaboration avec Josine, on ne pourrait plus exister. Hein. Donc voilà, merci Josine. Alors, qu'est-ce qu'on propose dans notre société ici? On propose, comme aujourd'hui, éventuellement des conseils. On dit souvent des cours, mais c'est plutôt des conseils de jardinage. Hein, ça, c'est une des choses. Mais on propose aussi les graines. Ça attire beaucoup de gens, bien sûr, sur base d'achat groupé. Donc, tout ce qu'on fait, c'est sur base d'achat groupé pour être légal. On n'est pas un magasin. On n'est pas un producteur non plus de graines. On est un groupe qui achète tous ensemble et qui se redistribue les achats entre eux. Donc, je suis dans les graines maintenant. On est en cours de... On a regardé dans le catalogue et on a un petit peu éliminé certaines choses qui nous semblaient peut-être moins intéressant pour la région à nous. Par exemple, tout ce qui pousse plutôt dans les régions tropicales, on a plus ou moins limité ces choses-là. Ce qui faisait peut-être double usage, on a aussi un tout petit peu éliminé, mais on a gardé beaucoup de choses. Je pense que en gros, on a tout ce qu'il faut pour le jardinier moyen. Peut-être pas pour celui qui est très pointu et qui recherche vraiment quelque chose de très particulier. Il faut dire aussi que maintenant, avec Internet, il y a moyen de trouver ces choses-là aussi, quand c'est pour une variété bien précise. Il y a peut-être moyen de se fournir de cette façon-là. Il y a 10 ans, 15 ans, ça ne se faisait pas non plus. C'est sûr que notre force, c'est la diversité des variétés. Hein, et ça, on a quand même essayé de maintenir au plus. Donc ici, on est occupé pour l'instant de liquider tout ce qui est périmé ou qu'on pense être périmé. Hein. Donc c'est quand même aussi une certitude pour les gens qui viennent partager ces semences avec nous. Voilà, on en a déjà jeté un petit peu dans le jardin, ça sera un engrais vert. Il y a des choses qui lèvent quand même encore, on ne sait pas s'ils vont lever encore l'année prochaine. Mais on voulait quand même une sécurité et voilà. Donc, puis, c'est pas le pourcentage non plus. C'est-à-dire que sur 100 graines, bon, s'il n'y a que 20%, c'est trop peu. Quoi. Donc, c'est ça qu'il y a quand même des choses qui lèvent, mais en quantité insuffisante. Ouais. Donc on essaye un peu de revoir tout ça et de faire ça correct. Ça a toujours été fait correctement, hein. Il faut pas mal comprendre ce que je dis, mais de refaire et de continuer à rester correct. Hein. Donc il y a des choses quand même qui sont valables pendant même jusque 10 ans, hein, et qui lèvent encore très bien. Je sais que j'ai lu dans des documents
que, par exemple, dans la région parisienne, ils gardaient les semences de melon très longtemps, jusqu'à 10 ans, et qu'ils avaient les meilleurs résultats avec ces anciennes graines plutôt que avec les graines plus fraîches. Ici, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que sa maman ou son grand-père ou je ne sais pas qui gardait des semences des dizaines d'années et que c'était encore toujours valable. C'est sûr que pour certaines variétés, c'est vrai. Pour d'autres, c'est moins vrai. Par exemple, les poireaux conservent très peu. Les, comment ils s'appellent? Les oignons, donc toute la famille un petit peu. Les panais surtout aussi ne conservent pas du tout plus qu'un an. Peut-être qu'à la deuxième année, on aura encore 1 ou 2 ou 3% qui vont lever. Tout ça, c'est marqué dans le catalogue, en fait. Si vous regardez bien, il y a la durée germinative, DDG. Ça veut dire que c'est la durée estimée valable de la graine. Ouais. Donc, c'est tout un travail que Gilbert avait fait aussi, rechercher tout ça donc, et mettre à disposition des gens. Bien sûr, la façon de conserver ces graines-là est importante aussi. Donc, on les met plutôt dans des sachets en papier, dans un endroit de préférence sombre, pas trop chauffé et surtout pas humide. Donc ça fait beaucoup de choses aussi. Parfois, pour sortir de dormance, c'est conseillé de les congeler 48 heures à moins 18. Après, il faut quand même essayer de sécher ces graines, parce que surtout s'ils ont été congelés dans le sachet unique en papier, il faut peut-être à ce moment-là, pour la congélation, les glisser dans un petit sac en plastique pour qu'ils ne prennent pas l'humidité de la congélation. Par exemple, on conseille ça aussi pour les haricots. Ça, c'est le moment maintenant où ça a été le moment. Ça dépend quand est-ce qu'on les a semés. Mais on peut aussi, pour éviter la bruche, donc le petit insecte qui mange le haricot de l'intérieur au printemps, congeler les haricots qu'on a cueillis. Il faut d'abord les faire sécher correctement, les mettre dans une boîte en plastique ou dans un sachet, mettre au congélateur 48 heures, et après, surtout, il faut les ressécher, parce que sinon, moi j'ai eu le coup, ils moisissent, donc c'est foutu aussi. Mais quand on fait ça correctement, on met ça dans un bac assez spacieux, que les graines ne sont pas en couche, et de temps en temps on secoue, on fait ça pendant 2-3 jours, et puis on peut les remettre dans des sachets en papier, et on risque en principe plus cette invasion d'insectes. Donc on a aussi les fournitures, donc on recommence aussi cette année-ci les fournitures qu'on n'a pas fait l'année passée, parce que Covid ne nous le permettait pas. Donc il y a de retour possibilité d'avoir les feuilles avec les commandes. Il faut savoir que la dernière commande qui rentre, ce sera pour le dimanche 14 novembre. Et les commandes sont valables que quand ils ont été payés à l'avance. Parce qu'il y a toujours des gens qui oublient ou qui disent bah oui, mais de toute façon ils vendront à quelqu'un d'autre, mais nous on n'a pas de possibilité de les stocker. Déjà ici tout est comble et ça fait quand même un énorme travail et un souci. Donc c'est aussi important de venir pour ce fête-là, les chercher le samedi 27 novembre ou envoyer quelqu'un à sa place. Mais le 27 novembre, entre 9h et midi, contrairement aux autres fois, on ne doit pas venir ici au local en premier, chercher sa feuille. Avant, c'était parce que Gilbert, comme il habitait ici, il recevait les gens, il parlait éventuellement avec eux, etc. Il donnait en même temps la commande. L'adresse est marquée en dessous sur la feuille, donc c'est l'endroit où ce qu'on allait habituellement à la ferme Saint-Acaire, rue de Rolleghem à Moucron. Ça se situe, celui qui ne connaît pas Moucron, qui doit demander, s'il n'a pas un GPS, si on a le GPS, on a l'adresse exacte, on le met dans le GPS, et il va en principe nous y amener.
Sinon, ça se trouve tout près, c'est un peu, nous on dit derrière la piscine de Moucron. Donc si on essaye de... Il y a des panneaux indicateurs de la piscine, voilà, donc c'est là tout près. Il y a des panneaux où une personne dans la rue, la plupart des gens dans la rue de Moucron savent pas où est les fraternités ouvrières, mais savent très bien où se trouve la piscine de Moucron. Donc c'est là tout près, ça devrait aller. Voilà, donc on a les terreaux. Vous savez trouver ça sur l'overblog aussi, la feuille. Vous pouvez l'emporter pour ceux qui sont ici, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait la réunion ou qui ne savaient pas venir, ou qui avaient encore un peu peur du Covid, etc. Donc il y a moyen de le trouver sur l'overblog. Mais à ce moment-là, on peut aussi, éventuellement c'est par mail, qu'on peut aussi... par mail en annexe. Et il faut faire le paiement. Il faut virer avec le compte bancaire qui est marqué. Je pense que c'est au-dessus. C'est marqué. Ici. Donc voilà. Donc cette année-ci, on a du terreau 50 litres, donc c'est 40 litres pour 10 litres gratuits comme les autres fois à 6,50 €. Je crois qu'il est conseillé de vente à plus que 8 €. Pourquoi on a ces prix-là? Parce que nous, on peut faire une commande chez un grossiste. Donc, et on remet le prix de gros aux membres, quoi. On fait la tourbe. Donc le terreau sert surtout à semer. Le terreau ne sert pas à améliorer le sol parce que ça coûte quand même relativement cher. Il vaut mieux faire un compostage de surface ou un compost et le rajouter sur le sol parce que le terreau ne contient pratiquement plus de nutriments. Il rajoute 1 kg au mètre cube d'engrais, mais c'est quand même très très peu. Ça fait surtout augmenter le prix d'achat pour les gens. Et le kilo, on le paye cher. L'avantage d'avoir un terreau, c'est quand on fait des semis, on a à peu près la garantie qu'il est sain. Donc on a beaucoup moins de problèmes de levée, de fonte de semis. Donc si on utilise quelque chose qui n'est pas exempt de champignons, de bactéries qui peuvent faire fondre le semis, on a souvent un échec, tandis que là, on est garanti que c'est un terreau sain au départ. Il est aussi en principe sans insectes ou œufs de limaces et d'autres. Donc, ce sont tous des petits plus pour une réussite de semis. Bien sûr, la fonte de semis vient surtout à cause de l'arrosage. Et surtout si on arroserait par au-dessus. Donc au mois de janvier, février, je ne sais pas encore quand exactement, on va refaire un cours sur les semis et là on va expliquer. C'est surtout la température de l'eau qui doit être exactement la même que le dessus du terreau, je dirais. Voilà. La tourbe, c'est quand même quelque chose qui peut être utile, mais que moi personnellement j'emploie très 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 peu. C'est quelque chose qui s'épuise dans la nature, donc il faut quand même faire un petit peu attention à ne pas trop utiliser. C'est très acide, donc surtout pas mettre ça sur son jardin pour alléger le sol par exemple, ou pour dire je vais nourrir ou amender mon sol avec de la tourbe. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Et ça ne sert à rien, ça acidifiera le sol. La seule chose pour laquelle on peut l'utiliser au jardin, c'est éventuellement pour mettre en dessous des rhododendrons, des plantes vraiment qui ont besoin d'une terre acide. À ce moment-là, de temps en temps, on peut mettre une petite couche en surface. Maintenant, on trouve plus facilement aussi, par exemple, les écorces de pin, où on a peut-être des aiguilles de pin dans son jardin. Ça va faire le même effet et ça va coûter beaucoup moins cher. Et ce sont des choses qui ne sont pas épuisables. Donc c'est peut-être plus intéressant de se baser là-dessus. On employait ça et on le met surtout parce qu'il y a des gens qui sont encore vraiment là-dessus pour faire leur chicon, leur endive qu'on dit en France.
Mais moi, je fais ça depuis des années dans du simple terreau et ça marche très bien aussi. C'était peut-être un petit peu mieux avec la tourbe parce que bon, la tourbe est tellement acide qu'il n'y a pas ou presque pas de champignons qui savent pousser, etc. Mais avec du simple terreau, ça marche très bien aussi quand on le fait dans des bonnes conditions. Et je pense que le mois prochain, on va rappeler un petit peu en bref la culture ou le forçage des chicons. Donc là, on en reparlera. Donc pour moi, la tourbe, c'est vraiment pour celui qui a des choses spécifiques à faire avec. Il ne faut pas trop mettre son argent là-dedans. Ça coûte 12,50 € pour 150 litres. Encore une fois, j'ai été voir dans les magasins, c'est quand même nettement meilleur marché. Ce qui est fort intéressant, ce sont les algues marines en poudre ici. C'est pas toujours facile à trouver dans les magasins. Certains magasins en proposent. Pourquoi en poudre et pourquoi en granulé? Quand c'est pour une pelouse, pour monter un petit peu le pH, donc diminuer l'acidité et avoir un petit peu moins de mousse qui va pousser dans l'herbe, on peut mettre en granulé, parce que là, ça ne s'envole pas. On ne doit pas regarder s'il y a beaucoup de vent, etc. Et le sol va recevoir tout ce qu'on a mis. Tandis que pour les légumes et les fruits, un poudrage sur le feuillage est plus efficace. Et en même temps, tout ce qui va avec les pluies retomber sur le sol va aussi changer la composition de l'acidité du sol. On sait maintenant aussi que les plantes ils se nourrissent pas uniquement par leurs racines, mais en très grande partie, je dirais même à 90 pour les Français et 90, qui n'est pas du tout la même chose, pour les Belges, se nourrissent par leur feuillage. Hein, la terre est indispensable, mais l'atmosphère est indispensable pour les plantes. Donc, quand on poudre sur les feuillages, la plante se nourrit également. Donc, voilà. En même temps, si jamais on a un petit problème de pucerons, ça va dessécher un petit peu leur peau et ils vont mourir, en fait. Donc, sans produits chimiques, on peut éliminer la plupart, mais il faut respecter les doses. Parce que les algues marines contiennent quand même beaucoup de calcaire, des oligo-éléments, ça c'est super. Oligo-éléments, c'est des toutes infines particules de toutes sortes de minéraux. La magnésie, ce qui est important aussi pour nous, pour les plantes, pour avoir un beau feuillage bien vert et des plantes en bonne santé. Et des gens en bonne santé, il faut de la magnésie. Il y a eu une carence pendant des années quand on a surtout utilisé les engrais chimiques. Il n'y avait pas de magnésie au départ. Par après, on a constaté qu'il fallait les rajouter. Mais beaucoup de gens ont dû prendre des compléments en cachet parce qu'on ne le retrouvait plus dans la nourriture. Donc c'est important. Ça se trouve également dans les algues marines. On peut aussi les saupoudrer si on a des animaux, par exemple, sur les litières. Ça va empêcher aussi les mauvaises odeurs. Ça va assainir. Ça va aussi aider à lutter contre tout ce qui est champignons nocifs. Donc, aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et là, en poudre pour les animaux, c'est mieux aussi. Et ils peuvent le manger. Même nous, dans la pharmacie, ça se vend comme aliment supplémentaire. Je ne sais pas trop comment on dit, mais bon. Mais ça coûte à ce moment-là un prix de folie. Mais ce sont en principe les mêmes algues marines. Nous autres, maintenant, ce sont toutes des algues marines qui sont plus pêchées directement dans l'océan, parce que là, on faisait encore une fois des ravages. On abîmait tous les fonds marins. Donc maintenant, c'est plutôt dans des gisements, donc dans des anciens dépôts d'algues
depuis des milliers d'années, qui se trouve dans des montagnes importantes, qu'on les broie en poudre et que c'est cela qu'on utilise. Encore une fois, c'est quelque chose qui est épuisable. Donc il ne faut pas non plus exagérer. De toute façon, il ne faut pas dépasser non plus les doses indiquées, parce que sinon on va obtenir des blocages. C'est surtout le fer qui sera présent dans le sol, mais qui va être bloqué, que les plantes ne pourront plus absorber pour se porter bien, et ça poussera beaucoup moins bien, malgré que tout est présent. Voilà, donc les algues marines, fort important, 8 € pour 25 kilos. L'engrais organique, ça c'est ceux qui remplacent les engrais chimiques, mais en 100 fois mieux. Donc c'est quelque chose à base de plumes, de fumier, d'un tas de choses. Voilà. Donc ici, celui qu'on a acheté, parce qu'il y a toute une gamme de différentes sortes, c'est un engrais organique plus ou moins équilibré, c'est-à-dire qu'il a 6% d'azote, 5% de phosphore et 7% de potasse, et 4% aussi de magnésium. Donc c'est quelque chose quand même pour les légumes qui est un petit peu passe-partout. Maintenant, celui qui veut affiner ses apports éventuellement de ceci ou de cela pour telle plante ou telle plante, va peut-être trouver dans le commerce alors la poudre de sang, la poudre d'os, l'os on le fait aussi, et un tas d'autres choses naturelles. Il ne faut certainement pas aller dans tout ce qui est chimique. C'est jamais périmé. Ce n'est pas périmé. Depuis un moment et... Non, sauf si ça a peut-être baigné dans de l'eau, mais ça ne sera pas périmé. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il se compacte un petit peu, ou s'il est vraiment humide, qui se compacte et qui pourrait un petit peu moisir, mais c'est pas grave. De toute façon, ça doit se décomposer dans le sol pour pouvoir être assimilable. C'est ça la différence entre les engrais organiques et les engrais chimiques, c'est que ça doit être décomposé par l'action du sol, par les micro-organismes, par les bactéries, etc., pour pouvoir être pris par la plante. Et ça donne la dose à la demande de la plante, tandis que les engrais chimiques, c'était comme si quand on le mettait dans un verre de l'eau et on le buvait comme ça. Donc pour les plantes c'était un peu la même chose, ils étaient obligés, s'ils voulaient boire, de boire ces produits en même temps. Donc là on pouvait aussi faire une overdose. Avec les engrais organiques, bien sûr, il ne faut pas exagérer, mais en principe, la plante va puiser ce qu'elle a besoin. Bien sûr, si on en met de trop, ça va partir dans le sous-sol, ça va éventuellement polluer les nappes phréatiques. C'est pas l'idée non plus, c'est pas intéressant non plus. Mais ça reste beaucoup plus longtemps aussi dans le sol. Les engrais chimiques, avec la pluie, se dissolvaient et partaient beaucoup plus facilement en sous-sol. Voilà, donc on a l'engrais poudre d'os. Ça c'est surtout du phosphate, mais il y a un petit peu d'azote et du potasse, je pense qu'il n'y a pas trop. Mais bon, ça peut être un complément, surtout pour un bon enracinement, par exemple. On l'emploie assez bien aussi pour le jardin à fleurs. Voilà, donc c'est intéressant. La poudre de sang, mais que nous on fait pas, on peut par exemple, mais avant l'hiver, en mettre un tout petit peu sur les fraisiers par exemple, qui sont assez en manque ou en besoin d'azote, et tout ce qui doit pousser en volume. Mais faire ça au départ de la plantation, pas à la fin, parce que ça va agir de toute façon un certain temps. La poudre de sang se dissout plus vite, par exemple, que la poudre d'os,
C'est logique, hein? L'os, c'est quand même quelque chose de presque minéral, tandis que le sang, il se dissout très facilement, hein. Donc les fraisiers vont se porter vraiment bien. Mais si on le fait après l'hiver, là, vous risquez d'avoir beaucoup de pourriture. Parce que ça fait pousser trop fort et trop faiblement. Ben, et ça va surtout aussi donner beaucoup de pucerons. Pour eux, la sève sera beaucoup plus riche. Donc ça va donner des inconvénients. C'est un peu ça qu'on ne le met plus. Hein, dans le temps, on le mettait. Donc un petit sac dans le commerce, ça peut se trouver. Et avec un petit sac, on peut aller des années et des années. Maintenant, une nouveauté, c'est le fumier sèche. Donc de vaches et poules, on a choisi. Il y a des notre fournisseur propose celui-là. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui achètent aussi le fumier séché de cheval. Cheval, éventuellement, aussi mélangé maintenant. Ils mélangent maintenant aussi cheval, vache, poule. Hein, donc, il y a un peu toutes sortes. Utilisation 25 à 30 kilos au 100 mètres carrés. J'ai vu sur Internet, mais Internet, on a aussi de tout et de rien. Hein, quelqu'un qui disait qu'il fallait planter les fraisiers et qu'il fallait mettre sur une surface de à peu près peut-être 5 à 10 mètres carrés, mettre un sac complet de 20 ou de 25 kilos, c'est exagéré. Hein. Donc 25 à 30 kilos au 100 mètres carrés, donc on peut avoir une petite idée de combien qu'il faut acheter. C'est quand même nettement moins cher que l'engrais organique, mais on ne sait pas la composition exacte de ce produit-là. Hein, c'est 12 € pour 22 kilos. Voilà. Et aussi, de retour sur notre commande, notre feuille de commande, les antilimaces. Mais les antilimaces à produit de phosphate ferrique. Donc un antilimace qui n'est pas nocif pour les animaux, autre que les limaces, pour les vers de terre, etc. Tandis que les anciens antilimaces à base d'alcool déshydraté étaient quand même néfastes un peu pour tout, et aussi bien pour les hérissons que pour les chiens, surtout éventuellement les chats. Moi, avec ce produit-là, j'ai perdu quand même un chien qui en avait mangé très peu, parce que pendant qu'on n'était pas là, il avait essayé de gratter à la porte de l'armoire dans la pièce où il était. Malheureusement, il y avait une boîte là qui est tombée, et il y en a qui sont tombés par terre. Quand on est rentré le soir, vous voyez tout de suite que le chien, il était bizarre. Il courait comme quelqu'un qui était saoul, vraiment saoul. Et il est mort dans des souffrances quand même assez atroces pendant la nuit, malgré que toutes les heures on lui a fait une piqûre, etc. Mais il n'y avait rien à faire. C'était un coma, à la limite un coma éthylique qui l'a achevé, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Et de toute façon, s'il y a des questions sur d'autres choses pendant que je parle, d'autres choses du sujet que je parle, vous pouvez toujours poser les questions. Donc au niveau d'engrais, il faut aussi penser que tout son jardin n'a pas besoin de fortes doses d'engrais. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui n'ont vraiment pas besoin. Donc je pense à l'oignon, pareil, l'échalote. Les engrais résiduels des années précédentes, c'est nettement suffisant. Donc ça veut dire que lorsqu'on programme d'acheter des engrais organiques, il ne faut pas dire j'ai autant de surface de terrain, il m'en faut autant cette année. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre partout au jardin. C'est même néfaste. Ce qu'il faut savoir aussi, que ces engrais organiques n'agissent pas tout de suite, contrairement aux engrais chimiques qui agissaient presque tout de suite. Hein, donc, il faut le temps qu'ils se fassent digérer par d'autres éléments pour devenir accessibles. Donc, on travaille un petit peu différemment. On va, en tout cas, au semis, éventuellement déjà quand on sème sur place, hein, quand on sème dans des pots, dans des barquettes, etc., c'est pas la même chose. Là, on rajoute certainement pas d'engrais, mais dans le jardin, on doit prévoir 1 mois, 2 mois à l'avance
de déjà nourrir son sol, parce qu'on nourrit le sol qui nourrira les plantes. Hein. Donc en février, mars, on va déjà commencer un petit peu à passer au croc, éventuellement mettre un peu l'engrais là où il faudra planter des choses qui en ont besoin. Mais tout ça vient un petit peu à la fois, les savoirs de tout ça viennent un petit peu à la fois. Hein. Donc il y a beaucoup de possibilités de trouver aussi des idées des autres sur Internet ou ici ou ailleurs, des gens qui s'y connaissent déjà un petit peu mieux dans son entourage. Hein, et un peu à la fois, on apprend ce qui a besoin de beaucoup de nourriture, ce qui en a besoin de moins. On en parlera ici régulièrement aussi quand on prendra des sujets particuliers sur des plantes particulières. On a aussi quelques accessoires et il y a la possibilité cette année-ci, il y en a encore quelques-uns là, d'avoir les petits sachets pour les fruits. C'est quelque chose que je trouve très pratique. Je vais demander à Michel de faire le cep de vigne, donc, pour un petit peu montrer que c'est si facile. Donc, vous avez votre raisin qui commence un petit peu à changer de couleur et vous voyez qu'il commence à se faire attaquer par les guêpes ou par les merles. Ben, vous prenez votre petit sachet, hop, vous faites ça. Et votre grappe de raisin est complètement à l'abri des oiseaux, des guêpes, des grêles éventuellement. Voilà, donc ça se vend ici 10 pour 4 euros. C'est quelque chose qui est quasiment indestructible pendant plusieurs années, peut-être 10 ans, peut-être plus. C'est une matière qui ne pourrit pas. Un genre de nylon. Hein, c'est un genre de nylon, oui. On peut mettre ça en machine éventuellement pour laver. Nous autres, à fur et à mesure qu'on en rentre un qui a été utilisé, ben, quand on a fini la vaisselle, on ne travaille pas encore avec un lave-vaisselle chez moi. À la fin de la vaisselle, on passe dans l'autre vaisselle, on le rince et on fait sécher. En 10 minutes de temps, c'est sec et on remet de côté pour l'année d'après. Moi, je le mets aussi pour les autres fruits. Par exemple, les pommes, les poires, parce que souvent on est embêté par le carpocaps ou la mouche de certains fruits. Bon, si on doit le mettre sur le cerisier, je pense qu'il faudra beaucoup de sachets. Mais pour les pommes, sauvegarder sur chaque arbre une quantité de pommes ou de poires, c'est très intéressant. Mais à ce moment-là, il faut le mettre très tôt. Donc, dès que la floraison est terminée, il y a parfois déjà une première attaque pendant la floraison. Et surtout, juste après la floraison des arbres fruitiers, à ce moment-là, vous pouvez protéger quelques fruits par arbre, quoi, hein, au moins ceux-là. Et par après, quand vous avez un sachet qui se libère, si vous avez encore une belle pomme ou une belle poire, vous enlevez de l'un et vous mettez de l'autre, vous fermez. Vous avez encore une chance parce que ces bestioles-là, malheureusement, ils ont 3 cycles souvent sur un été. Donc ce n'est pas qu'au début qu'ils s'attaquent à vos fruits, mais ici, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a de retour eu des attaques. Et les beaux fruits qui étaient presque en train de mûrir ont tous un petit trou. On voit les petites crottes de l'asticot qui sortent par le trou, et en quelques jours de temps, le fruit est pourri. En même temps, quand vous avez fermé votre sachet, là je ne vais pas le faire, mais bon, quoique. Donc on a ces petites... pour les raisins, c'est pas la peine. Hein. Le raisin, ça pend comme ça. Tandis que pour les pommes et les poires, on l'accroche soit à une petite branche qui est un petit peu plus haut, un petit peu sur le côté, ou avec une petite pince, on l'attache à une branche. En même temps, quand la pomme tombe éventuellement, elle tombe et elle reste pendue. Donc elle ne tombe pas par terre et elle ne s'abîme pas. Les merles ne vont pas aller picorer en travers le sachet non plus. Hein, parce que souvent, eux, s'ils pourraient manger une pomme complète, on serait content et c'est bien pour eux. Mais
ils piquent 3 fois dans celle-là, ils piquent 4 fois dans l'autre et ils abîment beaucoup, quoi. Hein. Donc il ne faut pas tout enfermer non plus. Pour les merles aussi, si vous avez suffisamment de vignes, laissez-en un petit peu pour les merles, pour les guêpes éventuellement aussi. Hein. Mais il faut aussi que nous, on en a un petit peu. Voilà, ça c'est parfois plus compliqué. Donc pour l'instant, on a ça. Si ça marche bien pour les gens, si ça part, on peut éventuellement en recommander. Ça, on n'a pas mis sur la liste des fournitures. Hein. Voilà. C'est pas le même fournisseur non plus. Non. Alors, ça j'ai aussi appris à Gilbert, et c'est peut-être bien aussi de le communiquer aux gens. Il existe des crayons comme ça. Ici, c'est de la marque Stadler, ouais, avec des T au milieu. Lumicolor permanent. Donc, c'est un crayon qui va très bien à écrire sur des étiquettes, sur du plastique, sur un pot de fleurs noires, on ne va pas voir, mais un pot de fleurs brun, éventuellement, on pourrait aussi écrire. Et l'avantage, c'est que ça ne se lessive pas, ça écrit bien. On voit bien ce qu'on a écrit. C'est indélébile, mais d'un autre côté, avec une éponge à récurer la vaisselle, on sait l'effacer et on sait recommencer l'année d'après et éventuellement écrire autre chose. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus sale, mais ça va très bien quand même. Voilà, donc une petite idée, ça coûte entre 1 et 2 euros, 1,50 € dans une bonne papeterie. Par exemple, pour ceux qui sont de la région, chez Ardouin, à Erzo, là, on sait les trouver. En fait, c'est un crayon en mine très grasse. Ouais. Donc c'est ça qui Et épais. Ça adhère. Et quand même épais. Donc, si on veut écrire sur des fines étiquettes, il faut tourner son crayon régulièrement parce que à force d'écrire, il va s'aplatir un petit peu. Et quand on tourne, on a de retour un petit bout un peu plus fin et on sait écrire plus fin. On va avec ça très longtemps, du moment qu'on ne le perd pas dans le jardin. Il peut servir longtemps.